Bonjour, c'est le bonjour d'Algérie, Akhir Madajan. Bonjour, buenos dias. Je suis Yazid Ait Mahiddin, votre humble serviteur du matin. Et pour le bonjour d'Algérie, nous avons comme d'habitude les rubriques du bonjour avec Joe, l'agenda culturel, qui reviendra sur les bons plans culturels d'Alger. Samira va nous emmener du côté de l'Qantara à mi-chemin entre Betna et Bessikra. Ça va? Oui, tu vas bien? oui, Et oui. puis nous avons aussi le tourisme. On trouve à tous en sens avec le Salon international, le CITEV. Et puis nous avons également un regard sur le marketing touristique. Comment vendre l'image de marque. Et puis dans le tourisme maintenant, avec la transformation digitale, il y a d'autres outils. Et puis on reviendra sur l'œuvre monumentale du grand Mohamed Temmam. Et on termine avec une association passerelle qui plantera le décor, qui est en train de préparer un événement majeur, le village, le 5 juillet 1962. On reviendra pour le faire avec avec notre invitée Siham Oudina, fondatrice des aides patrimoine Event. Ça parlera de la promotion du patrimoine algérien. Restez branchés sur Canal Algérie et on commence avec Mok Saïb, Mokhtar Saïb. Baby, I know how much you want me, yeah. عمري والرحمن راني طالقك يا بالي نديك جاوي نديك يا انت ما ابويا never catch me, baby. Baby, I know how much you want me, yeah. عمري والرحمن راني طالقك يا بالي نديك جاوي نديك يا انت ما ابويا never catch me, baby. حالف نجيبك لا 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 سنارة تاكلك لا 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 كي الحب نخرجك لا 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 في عيني حقك حالف نجيبك لا 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 سنارة تاكلك لا 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 كي الحب نخرجك لا 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 في عيني نحطك يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا فهم وختم في اليد Oh no 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 خليه عايزة لاليز goodbye baby Oh no 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 يا ولي ديرك ما فهم وختم في اليد Oh no 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 خليه عارف نجيبك لا 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 سنارة تاكلك لا 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 كي الحب نخرجك لا 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 في عيني نحطك عارف نجيبك لا 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 سنارة تاكلك لا 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 كي الحب نخرجك لا 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 في عيني نحطك يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا يا لالا انت عمري وانت قلبي وانت ما بينا يا لالا انا وياك نديرو حل لالا Moi, ça y est, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut y aller quand même, des fois, bivouaquer. Il y a vraiment des lieux de villégiature, il faut y aller. Hein.
D'ailleurs, ben oui, il faut en profiter. belle randonnée à Flihrir. Attention, D'ici. on va commencer avec Voilà. Dawlet Gassouma. Je suis pas d'accord pour les Vraiment rêves. photogénique, Dawlet Gassouma. On va le prendre pour le prochain film. Dawlet Gassouma, alors, donc on va parler un peu de. Mais attends, il y a le jingle, j'ai oublié. Oui. Le jingle. Non, agenda. Eclectica. Donc la scène culturelle foisonne avec des expositions, avec des jeunes, des moins jeunes, des artistes reconnus. Vraiment, c'est très intéressant. Il y a la galerie Idles, il y a beaucoup de galeries qui ont ouvert. Hein. Oui, l'art que la Villa de Taif, le palais de la culture qui bouge, il y a beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de séminaires. Il y a aussi beaucoup de séminaires, des choses de la pensée. Donc on avait eu la dernière fois cette pensée africaine de Saint-Augustin qui a eu beaucoup de succès avec des recommandations, beaucoup de choses Mais qui sont j'aurais aimé produites. qu'ils fassent aussi un séminaire sur la musique dans l'œuvre de Saint-Augustin, Oui. parce que, et rappelez-vous que Capella, quand on dit a cappella, Capella c'est un Algérien. Capella c'est un Algérien en fait. Aïe, ma ktash عليك ابدا. Aïe, bismillah. Non, mais on va leur proposer les recommandations avec notamment Capella. Voilà, et comme ça, nous apprendrons peut-être d'autres techniques de chant. Pourquoi pas. Donc, on va aller à El Mokrani. Est-ce que vous connaissez El Mokrani? Oui, El Mokrani, Cheikh Cheikh Mokrani, il y a une ville pas très loin de Souk al-Khamis, dans la wilaya de Bouira, qui s'appelle El Mokrani et qui a rendu hommage donc au 155e anniversaire de sa disparition lors de l'insurrection, la grande insurrection de 1871 qu'il avait faite avec avec Amzian Haddad, dit Cheikh al-Haddad, né en 1790 à Sdouk, est mort le 29 avril 1873 près de Constantine. Donc, et qui était un des ancêtres de Cheikh al-Haddad, était donc un des ancêtres de Boumzarag, son frère s'appelait Boumzarag, et c'était un des ancêtres de Mohamed Boumzarag, de l'équipe, un des initiateurs plus importants de l'équipe du FLN. Donc, toute une lignée de grands combattants, de résistants. Et donc, qui est mort les armes à la main à Oued Souflette du côté de Sol Rozlan, Voilà. Al-Mokrani. Donc, le Mokrani a été honoré. Et il y aura aussi des résolutions. Il y a eu beaucoup de personnalités qui ont tenu à rendre hommage. Ils ont un peu raconté son parcours, narré un peu toute cette grande aventure, parce qu'il a rassemblé beaucoup de tribus. Les en 3 quarts de Kabylie, l'Algérie. notamment, et tout, voilà, des tribus berbères aussi très, très importantes. Donc, c'était une vraie insurrection qui est restée dans l'histoire, et c'est tant mieux. Là, donc, ça revient, c'est plus étoffé, et il y a une stèle d'ailleurs qui a été créée, édifiée à ce sujet. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a eu aussi la déportation de Boumzrag en Nouvelle-Calédonie. Et puis, la célèbre phrase de Cheikh el-Haddad qui a dit « Je vais jeter la France à la mer comme mon bâton ». Il a jeté son bâton et c'est comme ça qu'ils ont entamé cette révolte de 1871. Voilà, c'était une révolte qui était due d'ailleurs à cette présence coloniale et qui faisait des horreurs dans les forêts. Et pourquoi les forêts? Parce qu'il y avait beaucoup de gens proches de Mokrani d'ailleurs, qui travaillaient justement dans ces forêts. C'était leur gagne-pain quotidien, notamment, après, il y avait beaucoup de raisons, bien sûr, pour lesquelles ils n'avaient aucun droit sur ces forêts, alors que c'était toute leur vie depuis... Et et il y avait aussi... Le Mokrani était un chef aussi, pas religieux, mais spirituel. Il avait porté, c'est pour ça qu'on l'appelle Cheikh el-Mokrani. C'était aussi ce moteur, ce catalyseur a été aussi la spiritualité, ce qui lui a beaucoup servi à rassembler justement toutes ces tribus sous une bannière qui se voulait indépendante, et donc avec notamment les bandits d'honneur aussi, qui ont beaucoup contribué à ces insurrections. Et puis on va se diriger
tout de suite à Tissim Silt pour la 3e édition qui parle du savant Ahmed Ben Yahya al-Wansharisi. Alors, c'est un cheikh reconnu dans le fiqh, surtout dans la pensée malikite. Et donc, l'université de Tissim Silt, la faculté des arts, des langues et des lettres de Tissim Silt, sous la présidence de M. Gerdan, le recteur, ils réunissent 14 pays, hein, c'est quand même pas rien. Il y a 30 universités algériennes qui vont participer à ça. Donc c'est aujourd'hui et demain un colloque sur la pensée donc, de Wansharisi qui est né à Tlemcen vers 1430, mort en 1508, qui est l'une des figures les plus considérables du fiqh malikite en Afrique du Nord. Et son œuvre monumentale, le Miyar, regroupe des milliers de fatwas issus émises par les juristes de l'Occident islamique. Et donc c'est médiéval. Et donc là, il y a toute une série d'interventions. Donc c'est pour consolider le référent malikite. Voilà, sous les questionnements, donc la cohésion sociale et ses référents dans le patrimoine algérien, avec cette question qui est posée pour éclairer les défis de cohésion sociale auxquels font face les sociétés contemporaines. Avec toutes ces fractures, toutes ces choses-là, c'était intéressant de revenir sur la pensée de Wansharisi qui a beaucoup pensé justement sur ces référents sociaux qui sont, hélas, encore d'actualité. Donc, c'est bien de parcourir un peu son œuvre à travers tous ces chercheurs et en espérant... Et on l'appelle Wansharisi parce qu'il est de Wansnis. Voilà. Et ensuite, donc, on va aller à revenir sur nos terres algéroises. Et, des petites notes de fantaisie, de peinture, Voilà, un peu de spiritualité. Alors, pour aller découvrir Shafiqa Fghir, qui est simultanément, donc, j'ai pas encore compris. Et que nous avons reçu sur ce plateau. Simultanément à la Galerie de l'Est. Avec une trentaine de travaux tout aussi insolites les uns que les autres. Abstraits, figuratifs. Très très spirituels, du cubisme, de la métaphysique, tout ça, et beaucoup d'aphorismes. Donc elle est à la galerie. Je l'ai appelé l'artiste philosophe. L'artiste philosophe, et quand elle est venue ici, j'ai vu la sagesse qui se manifeste comme ça sur le plateau. Elle est apparemment radioactive et radieuse. Absolument. Probablement elle émet de la lumière, oui. Beaucoup d'aphorismes, beaucoup de choses très très intéressantes à vrai dire. Et un travail pointu, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a eu le temps de faire, parce qu'elle a près de 80 travaux au Palais de la Culture actuellement, et simultanément la galerie près à l'orée du Bois des Arcades. Et c'est très très intéressant à découvrir, puisque c'est parmi ses premières expos, hein, ce n'est pas, même pas... Et pourtant, un travail très professionnel, de superbes compositions avec plusieurs formats et plusieurs techniques. On a l'impression qu'elle est dans toute cette filière d'artistes comme Belbahar, comme je pense qu'il y a quand même un peu de ça dans le... Avec quand même beaucoup de techniques. Elle a quand même une technique très 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 intéressante et donc elle a une image à elle, elle a une signature et c'est très très intéressant. Elle aborde, si vous voulez, la petitesse de l'être par rapport aux éléments géométriques, par exemple à l'architecture. Elle interpelle beaucoup l'architecture dans son travail. Et elle a une manière aussi de faire des effets qui sont très intéressants, donc une bonne technique. Et puis jeune amateur ce requin terrible de la peinture algérienne, le faux follet de la peinture algérienne. Le faux follet, oui, par ses cheveux flamboyants et en âme de don, voilà. Il est rouquin, en effet. Et c'est bien parce que les rouquins dans l'histoire sont très très intéressants. On leur prêtait beaucoup de choses surnaturelles. Il est brûlé, il pensait que c'était des sorciers. Voilà. Donc effectivement, peut-être que Samira nous en parlera un jour. Non, je ne suis pas spécialiste. Donc ce rouquin-là est un jeune enfant, un enfant chéri de la peinture algérienne qui vient de faire sa première exposition. Et un passionné d'Alger.
Voilà, alors dans toute son histoire, sa storytelling, il est là en train de raconter Alger, ses environs, tout ça. Et puis dans son travail, on voit aussi beaucoup de cet Alger, des parties qui sont très intéressantes, puisqu'il a un regard, là il expose actuellement, il a commencé le samedi dernier, Où ça? à la Villa Abdeltif, où il est le fils d'un architecte, ce n'est pas gratuit, lui il a fait je crois un aménagement du territoire, quelque chose comme ça, et il décline tous ses travaux avec une signature aussi, il a un travail avec des formes, des triangles, des traits, tout ça, et il arrive à composer des scènes formidables avec toute cette technique, c'est de l'acrylique, de l'huile aussi, il travaille beaucoup à l'huile. Et il a une vision spontanée, et vous avez des paysages, vous avez des paysages d'ailleurs humains, des portraits humains au sein de scènes comme ça posées, et aussi beaucoup de paysages. L'expo est très très intéressante, et elle va donner lieu le samedi 16, Inch'Allah, à une rencontre entre artistes et architectes, pour dialoguer un peu sur la ville, sur comment on la voit, sur comment les artistes voient la ville, les éléments architecturaux et tout ça. Et puis, départ vers Deli Ibrahim pour une expo d'un garçon que j'adore, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et on a partagé beaucoup de choses, beaucoup de concepts autour de l'enfance et tout ça. Alors là, en ce moment, on est sur une expérience aigre-douce où son expo s'appelle Sucré-Salé, et c'est à la Galerie Sinat, une galerie spécialisée vraiment dans les artistes contemporains. Épelle la galerie. émergents. La Galerie Sin. La Galerie Sin Art Gallery. Voilà, Sin Art. Chez Randa. Ouais. Randa Chico, voilà, qui est Que nous vraiment saluons, que une nous aimons beaucoup. galeriste que nous aimons beaucoup, en effet. Donc on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on doit y aller. Voilà. Et donc, alors, c'est une rapidement. galerie avec une peinture, toute une fantasmagorie. Donc c'est pour géniale. pour voir Adel Samet, c'est ça? Adel Samet qui expose ses fantasmagories, un travail vraiment formidable. Il a exposé en Amérique, en Asie, un peu partout dans le monde. Là, il prépare un master en art et management culturel à Valenciennes. Et donc, voilà, donc à voir à tout prix. Puis je terminerai sur aussi un autre coup de cœur en parlant de Massika. Voilà, donc l'écrivain Yazid Smaïl a publié son dernier roman, donc paru aux éditions Dar al-Atmani, en compagnie, donc là il a été accompagné par Nadia Bsepri, modératrice de l'heure du livre. C'est un événement qui se passe tous les samedis au petit théâtre de l'Office Riyad. Donc on présente un écrivain. Et là, l'écrivain Yazid Smaïl, Qui est notre confrère à la radio, confrère à la radio chaîne 2, oui. est un personnage attachant, humaniste et fortement poète, qui vient de nous faire un portrait sur une infirmière qui était avec Malika Bouatoura et beaucoup d'autres militantes, et qui était à l'époque du plan Chal des éléments très très importants de la guerre d'indépendance, infirmière, soigneuse, donc qui a soigné beaucoup de blessures physiques et des blessures de l'âme. Et donc voilà, il a présenté un livre qui n'est pas historique, mais qui est d'une formidable poésie. Qui retrace la vie de la Moudjahida Ziza Massika, qui a été immortalisée par la grande chanteuse Chaoui Markounda. Markounda Ouras. Markounda. Voilà. Eh ben, Donc c'est bon, je pense que on passe au reste dans les oreilles, puisqu'on va parler d'Al-Qantara avec Samira. N'est-ce pas, Samira? J'ai fait les repérages pour le film Mascarade. C'était formidable comme région. Al-Qantara, juste après Al-Qantara, ouais. ça. Ouais. Ça va? Oui, très bien. باتت الليل ça va? Un petit peu de خير لاباس؟ Très très bien. Je suis très contente. Je sais que c'était, il a déjà écrit donc Yazid, comme tu as dit notre collègue, Oui, oui. sur les Moudjahidettes. Fahlet. Exactement, le Fahlet. Exactement. Voilà, donc le Qantara, très belle région d'Algérie, c'est pas très loin d'Alger, c'est juste 450 km. On peut aller par avion, on peut aller par route, par bus, par taxi, à pied. À pied, c'est aussi bien. Ce qui est bien, c'est qu'on est à mi-chemin entre un paysage méditerranéen, le Tel,
et puis la porte du Sahara. C'est la fin Avec des de la petits Méditerranée défilés, là-bas. C'est vraiment Et formidable. c'est le début du Ils Sahara. ont beaucoup c'est les tourné de films là-bas, Oui. notamment la gare, la dernière fois de l'autre film. La qui gare, a été tourné oui, là-bas, le exactement. train. Et donc c'est un endroit qui est, on va dire, spectaculaire, unique, fabuleux, incroyable. Alors El Qantara ou la botte d'Hercule, Hercule. ou la sandale d'Hercule, ou je sais pas, il y a tellement de mythologie autour Donc de cet au-delà du endroit. mythe, c'est quoi la D'abord, on dit Qantara? c'est quoi le mythe? Le mythe romain, surtout, la mythologie romaine, dit que Hercule est arrivé là-bas et quand il a vu la montagne, il a donné un coup de talon, ou un coup de sandale, ou un coup de botte. Dans Mon le arrière-grand-père l'a fait déjà, hein. Où ça? Ben, dans le Durdura. D'accord. En tout cas, Non, mais la ça qui vient brèche. des colonnes d'Hercule, c'est vraiment une fable méditerranéenne, Hercule, parce que ça vient des colonnes d'Hercule. Héraclès chez vers les Grecs aussi. Voilà. Voilà. En Oui, plus, il est passé, on donne un coup de pied la- à Alcantara la pour Grèce, aller oui. manger vers Djerba, Il a aussi fondé l'île de l'autophage. Nicosie. Oui, voilà. Il est aussi le fondateur du mythe Icosie, enfin du mythe. Voilà, donc c'est vraiment un mythe méditerranéen. Oui, donc il important. arrive là-bas, il donne un coup de pied dans la montagne et il y a une brèche et un défilé qui s'ouvre vers le Sahara qui est fabuleux. Les Romains sont arrivés là-bas au 1er siècle. Ça, non, t'as pas remarqué. La route, elle n'est pas spectaculaire. Si, elle est Entre deux montagnes, spectaculaire, ils peuvent. oui, Donc les gorges de Voilà. Les gorges les d'El gorges des Qantara. Kéranimines. Voilà. Les gorges des Kéranimines. On passe Donc le mot. par un défilé, justement. Le mot El Qantara se sent à l'arrivée des Arabes, quand il y a eu les conquérants arabes, que le El Qantara est El Qantra en fait. Et les C'est le habitants, pont. c'est les Qantri, exactement, c'est Il le pont. existe toujours d'ailleurs. Voilà. puisqu'on passe, Donc le pont romain a été édifié au 1er siècle de notre ère, hein, en 145. C'est une architecture, c'est un ouvrage, on va dire, du génie militaire. Alors où se rencontrent? C'est aussi ça la particularité, c'est les différentes garnisons. Qui est arrivé ici? C'est la 3e Légion, bien sûr. On est sur la voie romaine. On est à l'époque de l'empereur Antonin. Je connais Antonin, c'est le fils de Titus. Je me suis préparée à l'avance. Je me suis dit, si il me pose la question, je sais que je connais Antonin. Il y a des formidables mais termes. Les alors, termes moi, d'Antonin sont formidables à Carthage. C'est à voir à tout Je prix. pense qu'on n'est Elles pas sont les immenses. seuls parce qu'il y a d'autres invités. Il faut Oui, faire un je suis peu vite, d'accord. Donc, le pont d'El Qantara, il existe toujours, mais il a subi énormément de transformations. La base est restée, la fondation est restée, les matériaux sont restés, sauf que les Français, quand ils sont arrivés à partir de 1800, enfin, juste après la colonisation, ils ont fait énormément de transformations sur le défilé, sur la route. Ils ont agrandi pour pouvoir faire passer donc le matériel et les engins. Donc il y a une transformation, mais la base reste bien romaine. C'est un lieu idyllique, hein, c'est-à-dire les familles, les gens, les visiteurs, les habitants s'arrêtent très souvent sur ce défilé. Ce qu'on voit à l'écran, ce qui passe, ce sont les objets qui ont été trouvés, archéologiques qui ont été trouvés à proximité. Ils sont exposés au musée lapidaire, en fait, le musée de site d'El Qantara. L'image qu'on voit, c'est le bureau de poste. Moi, je la trouve super belle, l'architecture. Donc je l'ai mise. Ce qu'on voit, c'est la palmeraie. C'est ce qu'on appelle aussi Deshra al-Hamra. Voilà, donc il y a un cours d'eau qui défile, qui yahmel, c'est très difficile, mais l'architecture de ce pont est telle que ça ne déborde jamais sur les habitants. En 1048, il y a un groupement de familles donc, qui sont d'origine arabe, qui se sont installés et ils ont créé une Casbah, sinon l'endroit le plus reconnu et connu, ça reste. T'as vu, j'ai fait rapide, hein, Deshra al-Dahrawiya. C'est un endroit idyllique pour passer de très belles vacances, pour prendre sa respiration. Et il a été immortalisé par Fromentin, je pense aussi. Fromentin en a parlé, l'endroit est cité dans la table de Peutinger, on l'a décrit, c'est quelque chose de spectaculaire, c'est le paysage, c'est le une étape, défilement. c'est une étape, Oui. on passe d'un côté à l'autre aussi, c'est pour ça que C'est le changement
changement, c'est la transition. Voilà, Les voilà. Romains ont dû faire appel aux Syriens de Palmyre et de Homs pour pouvoir, 5000 archers sont venus pour établir la troisième garnison. Le but c'était quoi? De relier Lambésis, donc Lambès, à Tobna, Berika, et ça passe par Timidi, Castellum qui est Msaad, on en parle. Elle est devenue spécialiste. Hein. Non, je suis pas Vous spécialiste. trouvez pas? Mais c'est la voie. C'est c'est la très voie romaine, en appréciable fait. d'ailleurs. Voilà, c'est un endroit à visiter toute l'année. Le climat, il est bien sûr froid en hiver et chaud en été, mais ça peut être très très agréable. Peut-être on fera un Puisque jour. il y a des oasis, il y a les dates. C'est bon. Les dates. C'est pas loin de Mchounesh aussi. Oui, Exactement. c'est pas loin. Mchounesh, Mchounesh. qui est la ville qui a vu naître Anna Grecki, la poétesse. Tous les orientalistes ont parlé de cet endroit. Le prix Nobel, André Gide, on a parlé. Ici installé, ils ont tous dans leur périple pris une grande halte, une grande respiration à Biskra, à El Qantara, à Elle en parle tellement bien que je vais prendre un billet. C'est de la rapidement. poésie. Il faut y aller à pied. C'est bien pour le Merci sport. Samira. Peut-être on termine sur. Donc il y a des associations, des groupes qui invitent des Algériens, des étrangers à peut-être visiter. Les Algériens qui sont à l'étranger vers Oui, l'Algérie. ben, les Algériens d'ici Très belle, d'ailleurs, oui, bien très sûr. belle passerelle. Très Voilà. belle passerelle. Il faut que les Excellente, Algériens Doubara, du monde entier fassent connaissance. Il faut qu'ils apprennent à se connaître et à passer des vacances ensemble ou monter des projets ensemble, investir en Algérie surtout. Merci. Puisqu'on parle des Algériens du monde, nous allons recevoir dans quelques instants donc, Siham Oudina, fondatrice des Aides Patrimoine Event. Et puis pour le 8 mai 1945, donc la célébration de cette date charnière dans l'histoire du mouvement national et de la révolution algérienne, une caravane mémoire a été organisée par l'Observatoire et puis le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et il y a eu une forte présence de la diaspora. C'est un reportage de Meissa Meissa Le Bouahla. Voilà. À l'occasion de la Journée nationale de la mémoire, l'Algérie ravive le devoir de transmission et ouvre les portes de son histoire aux enfants de la diaspora. C'est dans cette perspective que 56 jeunes Algériens établis à l'étranger ont foulé le sol de la mère patrie pour prendre part à la caravane Mémoire et Histoire. Une initiative placée sous le signe de recueillement de la transmission historique et de l'attachement à l'identité nationale. Alhamdoulilah, on est très contents de rentrer dans notre pays. On va pouvoir visiter dans la mémoire de l'Algérie toute notre histoire. On va faire énormément de villes et on est très contents de ce qu'on va faire aujourd'hui en Algérie. Je suis très heureux de participer à cette caravane. C'est vraiment un honneur. C'est magnifique, quoi. On va pouvoir découvrir, on va voyager, on va apprendre un petit peu plus notre culture. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc on est fiers et honorés d'être là, de pouvoir représenter notre pays, nos traditions, notre culture. C'est magnifique, ça sera un moment d'échange avec la population. Moi-même je suis algérien, j'y reviens tous les ans, donc franchement c'est un honneur et une fierté. Cette démarche traduit l'intérêt majeur accordé par les pouvoirs publics à l'implication des enfants de la communauté nationale établis à l'étranger dans le travail de mémoire, une participation qui confère à cette caravane une portée hautement patriotique et symbolique, tout en illustrant la profondeur du lien qui unit les Algériens de l'étranger à leur histoire et à leur pays. Un programme riche et intensif est prévu avec des visites de musées, des conférences consacrées à la mémoire nationale ainsi que des déplacements vers plusieurs hauts lieux de l'histoire algérienne comme Sétif, Guelma et Constantine. Il va y avoir 7 stations à forte portée symbolique et patriotique, organisées à travers plusieurs wilayas historiques dont l'objectif est de renforcer le sentiment d'appartenance et l'identité nationale auprès des enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger. Au total, 1500 jeunes âgés entre 18 et 35 ans prendront part à la caravane Mémoire et Histoire qui parcourra 17 wilayas sous le slogan « La mémoire des générations refuse l'oubli ».
Oui, donc c'était le reportage de Meissa El Bouahla sur la caravane Mémoire à l'occasion de la célébration du mai 1945. Restons donc dans la célébration de ces moments historiques, de ces instants charniers dans l'histoire de la révolution algérienne. Nous avons avec nous Madame Siham Oudina de l'association Passerelle d'avenir France-Algérie. Vous avez troqué. Bonjour, ça va? Bonjour. Marhaba bik. Bonjour Yazid, merci Merci beaucoup Silmet. pour l'invitation. Donc, vous avez troqué vos logiciels de comptabilité financière pour faire immersion dans le monde du patrimoine. Parlez-nous comment ça s'est passé, cette conversion, ce passage du cadre financier vers la femme qui titille un petit peu le patrimoine. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour d'Algérie. Merci pour l'invitation. Pour revenir sur mon parcours, effectivement, après une longue expérience dans les ressources humaines, j'ai décidé effectivement de me consacrer à mon pays. Et cette idée est venue d'une ambition, en fait, celle de un retour aux racines, tout simplement. Et d'un constat aussi qui a été repéré en France pour notre communauté en fait établie en France. Et c'est de là que l'idée est arrivée. Notre communauté établie en France est une communauté assoiffée en fait de son identité et de l'histoire de son Algérie. Et au travers ce constat-là qu'on s'est lancé et nous avons créé Passerelle d'avenir France-Algérie. Passerelle d'avenir France-Algérie. Donc cette association fait dans la promotion aussi du patrimoine. Elle ravive un peu cet idéal novembriste, cette appartenance à l'Algérie. Quels sont les événements que vous comptez organiser? Je pense bien évidemment au 5 juillet prochain, où vous avez opté pour l'organisation d'un événement majeur. Oui, absolument. Vous savez, le 5 juillet est un événement mémoriel, très important pour les Algériens, pour notre communauté. En France, des événements mémoriels comme le 5 juillet ou le 1er novembre, par exemple, ce sont des événements qui sont commémorés auprès de nos institutions. Et étant coordinatrice institutionnelle, j'ai organisé des événements auprès de nos institutions. Aussi, nous avons constaté que notre peuple, notre communauté établie en France, a aussi le droit de commémorer ces journées-là. Et nous avons effectivement réalisé le 1er novembre 1945. Nous avons aussi organisé et célébré Yinayel récemment. Et effectivement, en ce moment, nous sommes sur la préparation d'un événement inédit en France qui sera aussi effectivement... Il sera 100% des aides. Ah oui, bien évidemment, c'est 100% des aides, 100% algériens. Le 5 novembre, le 5 juillet, c'est un événement mémoriel très très important pour notre communauté, pour la transmission. En fait, on œuvre en fait pour... C'est un événement visible, pratiquement il est à l'extérieur et puis un peu festif aussi. Très festif, bien évidemment. Un 5 juillet sans feu d'artifice et sans fête ne peut pas être célébré en bonne et due forme, mais surtout aussi pour la mémoire, pour la transmission de notre histoire, pour la jeune génération, parce qu'il va y avoir des ateliers, il va y avoir des conférences avec des historiens, des ateliers pour les enfants, d'histoire, des mises en scène théâtrales, tout ça autour de l'indépendance de l'Algérie, autour de l'histoire de l'Algérie. Et effectivement, notre communauté a besoin de se reconnaître et de connaître son identité, en fait, pour justement l'avenir de notre pays. C'est clair qu'il y a ce moment de devoir de mémoire envers notre histoire, notre glorieuse révolution, mais aujourd'hui il y a aussi cet engouement pour l'investissement, pour faire quelque chose en Algérie, pour développer un événement, pour faire des mises en relation d'affaires, pour vraiment c'est aussi un écosystème attractif pour la communauté. Oui,
Eh bien, effectivement, au travers l'association Passerelle d'Avenir, on accompagne aussi notre communauté pour en fait faciliter leur démarche ici en Algérie. Aujourd'hui, les jeunes répondent à un appel de notre président qui est le retour aux racines. Donc on les accompagne pour faciliter leur démarche pour s'installer au travers de l'organisation de conférences ou de meetings. On essaye de leur apporter aussi soutien et les mettre aussi en relation avec des acteurs ici en Algérie engagés dans justement cette partie. Et ce qui est important également, c'est qu'il y a actuellement à travers le monde, il y a une grande transformation digitale et les Algériens accompagnent cette transformation, ces mutations, et on les retrouve sur les réseaux sociaux, on les retrouve sur... D'où votre projet du patrimoine des aides, c'est pratiquement très visible sur les plateformes. Oui, un Algérien est très attaché à son pays, est très attaché à son drapeau et aussi attaché à la mémoire, à sa mémoire. Donc, on n'est pas seul. Aujourd'hui, nous avons juste besoin d'être plus unis et donc, au travers ces rassemblements fédérateurs, dès lors qu'il y a quelque chose qui concerne l'Algérie en France, vous savez, ça va dans tous les sens. On est tous, on n'attend que ça. On a envie de vraiment de faire quelque chose pour l'Algérie, pour son développement, contribuer en fait d'une manière ou d'une autre, chacun sa manière, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Chacun apporte son idée, chacun son ambition et l'union fait la force. Donc c'est pour un peu mutualiser tous les efforts, travailler pratiquement en cluster pour réussir ces projets. Oui, absolument, absolument, c'est très important de travailler ensemble. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur le DZ Patrimoine Event et quels sont un peu les éléments essentiels qui font en sorte que ce site sur le patrimoine réussisse? L'Algérie a une richesse extraordinaire. DZ Patrimoine Event est né, comme je vous ai dit au début, par rapport à un besoin, un constat en fait qui a été ressenti auprès de notre communauté. Valoriser le patrimoine algérien. Vous savez, il y a une richesse extraordinaire. Et aussi transmettre cette mémoire auprès de notre communauté. Nous avons commencé, l'idée c'est vraiment commémorer les jours de fête nationale entre notre communauté et nos institutions. Lors de cet événement-là, nous avons rapproché notre communauté, le peuple algérien, des maires franco-algériens, des élus, de nos institutions. Et tout le monde était réuni autour d'une seule ambition. La transmission, l'histoire de l'Algérie, la richesse du patrimoine. Et c'est de là qu'on a commencé effectivement, on continue en fait à commémorer ces jours de fête nationale. Parlez-moi également de ce travail que vous menez en tant que algérienne en France, notamment en faisant la promotion de la destination Algérie, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de touristes qui viennent en Algérie, grâce aussi au travail de la diaspora. Oui, la diaspora, vous savez, quand on voit à quelle vitesse l'Algérie est en train de se développer, à quelle vitesse, à quel point notre président œuvre pour vraiment nous faciliter un certain nombre de choses, ce qui se fait aujourd'hui. Les Algériens en France, ils sont très attachés à leur histoire, à leur pays. Et c'est nostalgique aussi pour certains Algériens. Et donc, dès lors qu'il y a quelque chose qui touche l'Algérie, vous savez, ça va dans tous les sens. Et ce qui est bien, c'est que les élites au niveau de la diaspora, toute une pépinière d'écrivains, de chercheurs, de jeunes, etc., qui sont là aussi à déconstruire
le discours de l'extrême droite en France est exactement ce que vous faites. C'est très très important également par rapport à cette adhésion à cette Algérie plurielle, à cette Algérie qui avance. Oui, nous sommes là pour valoriser l'histoire de l'Algérie. Nous sommes là pour défendre les intérêts aussi de notre communauté établie en France. Bien évidemment, dans un esprit d'apaisement, dans un esprit d'acceptation, de différence, de tolérance. Et c'est pour cela que nous avons créé Passerelle d'avenir France-Algérie. L'histoire de l'Algérie, l'Algérie a une grande partie de son histoire qui est en lien avec la France et vice-versa. Hein, donc nous sommes dans un esprit d'attachement, d'apaisement, de transmission et surtout aussi du vivre ensemble. Oui, je voulais juste... bon, des fois, on en parle à la pastille. Hein. C'est pour ça que c'est une initiation un petit peu au métier de l'animation. C'est pour ça que je rappelle également que ce que vous faites également, notamment par rapport à cet événement majeur le 5 juillet, c'est très, très, très important. Et vous êtes venu aujourd'hui pour le dire et pour avoir cette visibilité par rapport à cet événement. Et je vous laisse d'inviter les Algériens en France pour adhérer pleinement à cet événement. Oui, c'est un événement qui est attendu. Hein. Vous savez, c'est un événement inédit. Commémorer le 5 juillet en France auprès de notre communauté, auprès du peuple algérien, ça ne s'est jamais fait. C'est pour la première fois qu'on le réalise auprès du grand public. Bien évidemment, ce sont toujours aussi des événements semi-institutionnels, donc il y aura toujours des élus, des maires franco-algériens, des députés. Donc l'idée, c'est de vraiment fédérer et nous rassembler sous le même drapeau. Je pense que c'est un événement qui est attendu. Donc le 5 juillet, l'événement c'est... À Bobigny. À Bobigny, le titre de l'événement c'est... Le village, ça sera le village du 5 juillet. Le village de 5 juillet. Rendez-vous le 5 juillet à Bobigny, métro numéro 5. Alors tout est indiqué sur. On va lancer la communication à partir du 15 et tout sera affiché. De toute façon, tout le monde connaît Bobigny, l'adresse, le QR code, tout sera. Ballard Bobigny, c'est ça. Oui, il y a une grande programmation en tout cas. Merci beaucoup, Siham Oudina, donc présidente de l'association Passerelle. D'avenir France-Algérie. Restons dans le mois du patrimoine, puisque le musée Bardot, pas loin d'ici, donc abrite une très belle exposition intitulée Entre hier et aujourd'hui, avec Hicham Daou. Comme partout en Algérie, Alger s'anime de manifestations culturelles pour célébrer le mois du patrimoine. Ce week-end, le Musée national du Bardo a accueilli un événement riche en contenu, orchestré par un collectif d'artistes réunis autour d'un projet intitulé Entre hier et aujourd'hui. C'est la transmission entre passé, présent et futur. Encore une fois, les générations passées ont laissé un héritage riche. Nous, aujourd'hui, on a cette responsabilité de laisser pour les futures générations notre façon de voir la culture algérienne, nos créations, et aussi d'assurer la transmission de tout ce savoir-faire à travers le temps et à travers l'histoire. La soirée s'est ouverte sur une symphonie de capsules visuelles révélant les artistes engagés dans cet événement culturel. Puis, un dessin animé enchanteur signé par la jeune artiste Insaf Benazouz a magnifié l'évolution mélodieuse de la musique algérienne à travers les âges. Je veux dire déjà merci beaucoup d'être venu. Merci, je suis ravie d'avoir pu participer à un événement aussi merveilleux. Je voulais rendre hommage aux âges musicaux à travers mon art digital, inspiré par bien sûr les animes et tout ça. L'évolution musicale présentée par la troupe Rihla s'est voulue un véritable voyage à travers le temps. Elle a exploré la musique algérienne depuis ses origines antiques, traversé l'époque de la musique andalouse jusqu'aux innovations des années 80 avec l'artiste Hamidou en invité d'honneur.
Cette prestation a ensuite cédé la place à l'exposition artisanale où le voyage culturel s'est poursuivi grâce à la magnifique collection du musée de Bardo. L'exposition des artistes contemporains qui a suivi a prolongé cette exploration en s'inspirant de cette riche collection, captivant tant les amateurs que les professionnels du métier. Alors, cet événement, c'est une exposition qui a été organisée entre le musée du Bardo et un collectif d'artistes et d'artisans. Le but, c'est de créer une passerelle entre notre patrimoine et l'artisanat actuel. Je m'inspire, je ressens le bijou du patrimoine, mais je l'exécute, voilà. Je l'exécute à ma façon, pour une femme algérienne d'aujourd'hui, contemporaine, que tout le monde, que les jeunes filles puissent se reconnaître dans le bijou, retrouver une âme algérienne, mais le porter au quotidien et voilà, et le rendre tout à fait moderne et accessible. Oui. La thématique entre hier et aujourd'hui révèle que le patrimoine culturel de nos ancêtres continue de s'épanouir, tel un trésor déniché et chéri par la nouvelle génération. Donc, du musée du Bardo, nous allons faire quelques pas pour arriver au musée national des antiquités. Et nous avons avec nous Antri Azzeddine, directeur du musée national des antiquités et des arts islamiques. Bonjour, sabah al-khair. Bonjour, merci de l'invitation. Le mois du patrimoine a été marqué au niveau du musée des antiquités et des arts islamiques par un événement majeur, l'hommage au maître incontesté de la peinture algérienne et des arts appliqués, Mohamed Temmam. Comment vous avez eu l'idée d'organiser cet événement majeur, puisqu'il y a eu une fondation, la fondation est pratiquement, elle doit se renouveler, et l'événement est très majeur parce qu'on revient sur un personnage clé de la peinture et de la culture algérienne en général. Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est une personnalité culturelle de premier plan, un homme qui a beaucoup donné à la fois à la patrie en tant que moudjahid et aussi en tant qu'homme et en tant qu'artiste. L'idée a germé lorsque nous avons donc reçu un de ses élèves, il faut le dire, M. Ali Kerbouch, avec qui j'entretiens depuis des années une relation, disons, professionnelle et amicale. Comme vous le savez, j'ai été directeur d'autres institutions culturelles sur Alger bien avant, c'est-à-dire au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, ainsi que au Bastion, voilà, au Palais des Raïs, etc. Donc, de ces rencontres a germé l'idée de présenter de cette exposition qui s'appelle Palette d'artistes, qui est une évocation, un hommage à cette grande personnalité culturelle et artistique. Cela fait longtemps que Mohamed Temmam n'a pas été, disons, on ne sait pas remémorer son patrimoine, son héritage qui a été donc important. Et d'ailleurs, ça a été l'année passée. Donc nous avons travaillé depuis l'année passée à peu près 6 mois sur cette exposition. Il faut dire aussi que l'occasion s'est présentée parce que il ne faut pas oublier que Mohamed Temmam a été le premier conservateur du musée des antiquités après l'indépendance. Voilà. L'événement a rassemblé des anciens élèves de Mohamed Temmam qui ont tenu à lui rendre hommage. Tahar Boukerwi, l'un de ses disciples, a écrit un texte élogieux. Il parle de la célébration de la transmission. Revenons à cet événement. C'est quoi la transmission? La transmission, c'est... il faut savoir que même dans le concept de patrimoine, il y a l'idée d'héritage. Et c'est donc la transmission, c'est cela. Pourquoi Mohamed Temmam représente cette transmission? D'abord, il a à une période cruciale de notre histoire, il a su préserver
un patrimoine important qui est les arts originels de l'Algérie, à savoir la calligraphie, la miniature et l'enluminure. Il a su, dans cette période cruciale qui était avant l'indépendance et post-indépendance, et à être un passeur, être un médiateur de cet art, de cette culture, de ce patrimoine, de ce riche patrimoine. Il a été à la fois le réceptacle de la tradition qui l'a précédé, de maîtres, très grands maîtres comme à l'instar des frères Racine, et il a été juste après un passeur de ce patrimoine, puisqu'il a été lui-même professeur à l'école des Beaux-Arts. Il a pu transmettre à tous ses élèves, dont vous citez M. Boukroui, Ali Kerbouche, M. Zerka, etc. Beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Et pour avoir plus d'idées par rapport à cet événement, notre consoeur Leila Benaïcha s'est déplacée le jour le 6 août dernier, donc à 11h, au musée des Antiquités. Elle est revenue avec ce reportage. Mohamed Temmem et ses élèves, la palette vivante, une exposition hommage organisée par le Musée national des Antiquités et des Arts islamiques et un collectif des anciens élèves du maître de la miniature, de l'enluminure et de la calligraphie, Mohamed Temmem, qui fut le premier conservateur de ce musée. Cette exposition qui rentre dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine de 2026 et qui donne une image sur un des pans de notre culture et de notre patrimoine, à savoir l'art de la calligraphie, de l'enluminure et de la miniature. Chaque élève participe par un nombre de 2 jusqu'à 3 œuvres. En parallèle, nous avons donc exposé une partie de la collection de Temmem que nous conservons au sein du musée des Antiquités. C'est extraordinaire. Je me suis senti dans les années 80 parce que on a eu la chance de le côtoyer. Quand tu vois même les élèves qui exposent là, quand je vois son travail, le travail je me dis, la trace. Il ne mourra jamais. Les grands hommes ne mourront jamais. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait dans leur vie, il restera pour l'éternité. C'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour très fin, qui est complètement inattendu. Et c'est en même temps quelqu'un de très intellectuel, très cultivé, qui était d'une grande culture. L'exposition compte une dizaine d'œuvres de Temmem et une vingtaine d'autres réalisées par 10 de ses anciens élèves. Des œuvres inspirées des traditions arabo-islamiques où se distingue cette renaissance de la miniature et de l'enluminure. Temmem, c'était mon professeur et il m'a toujours encouragé à faire de la miniature parce que j'étais un peu fort en dessin. Parce que la miniature, ça demande beaucoup de maîtrise en dessin. M. Temmem, il a fait beaucoup de timbres. Et aussi, c'est un artiste peintre et c'est un musicien. Oui. Temmem a su allier les techniques classiques et sensibilités modernes pour valoriser ce patrimoine artistique. Usant d'un génie singulier, il manipule l'or des couleurs chatoyantes avec finesse et délicatesse pour donner naissance à des œuvres d'une extrême beauté. L'enluminure, elle demande de l'or fin, l'or fin véritable, moins 18 carats. Donc ça coûte. Et la peinture, c'est à base de miel. Parce que ça fait partie de notre identité nationale. Alors avec le temps, ça va disparaître. Donc il y a une école, il y a un maître qui enseigne la miniature, donc il y a des gens qui travaillent, qui produisent. Sur les traces de leur maître, les disciples de Temmem copient son style et parfois même osent innover dans les techniques classiques avec une touche de modernité afin d'assurer la transmission de cet art. Cette exposition
C'est une très belle exposition sans aucun doute. C'est une petite partie de notre immense patrimoine artistique. Et je crois qu'il est très important, parce que ce patrimoine il n'appartient pas seulement à l'Algérie. L'art, ça appartient au monde. On doit exporter notre art, notre richesse, la faire connaître au monde entier. La miniature, l'enluminure et la calligraphie, un courant artistique longtemps marginalisé, a retrouvé sa gloire d'antan avec cette exposition qui démontre la capacité de renouveau et de transmission. Donc, pour revenir sur ce reportage, on a vu que M. Kelbouch, qui est pratiquement, comme vous dites, le gardien de cette tradition de l'enluminure et de la miniature, il dit que cette identité, grâce à elle-même, a été forgée dans l'or et le miel. Oui, tout à fait. Donc c'est un art qui est ancestral, c'est un art qui est ancré au fin fond de notre âme. Et donc dans son expression, les artistes utilisent ce qui est le plus précieux. Le plus précieux pour exalter ce patrimoine, cette richesse, et la présenter de façon, de la sublimer, de la présenter de façon, disons, magistrale à nos yeux et perpétuer donc notre rapport, comme l'a dit un autre artiste lors du reportage, perpétuer notre contribution au patrimoine universel. Et puis, je reprends toujours le texte de Bokaroui où il rappelle que Mohamed Temam a eu une vision holistique de l'art. Une vision holistique de l'art où l'œuvre redonne tout le sens à l'humain. Oui, parce que son art, comment dirais-je, quand l'expression artistique, elle est authentique, elle est vraie, et que elle est vraie dans le sens où elle représente l'âme de l'artiste et sa passion. Et en même temps, elle est authentique parce qu'elle est issue de sa culture et de ses racines. Elle est vraie, elle apporte un sentiment, elle transmet une vibration d'une âme à une autre âme. Et dans le parcours de Mohamed Temam, il a eu plusieurs vies. Il y a eu celle du peintre, celle du miniaturiste, l'enlumineur, le musicien, le dessinateur des pochettes dans celle du grand Mohamed Abdel Wahab. Il a été, oui, c'est pour ça qu'il faut toujours se remémorer ce genre de personnes, ce genre de monuments de notre culture, parce qu'ils ont eu une vie remplie, remplie en tant qu'homme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été moudjahed au sein de la Fédération de France, voilà, et qu'il a eu dans son art, dans ses expressions artistiques, plusieurs palettes, plusieurs visages, si on peut le qualifier de cela. Il a eu une expression, disons, traditionnelle, authentique, patrimoniale. Il s'est ancré aussi dans l'art universel à travers la peinture de chevalet. Il a été des autoportraits, on l'a vu. Il était portraitiste, il était aussi paysagiste. Et donc il a eu une formation à la fois en Algérie classique, disons classique, il a été l'élève de Léon Covy, de Ferdinand Tony, il a été aussi à l'école des arts décoratifs de Paris, il a ensuite enseigné à l'école des beaux-arts d'Alger, il a fait des études aussi, il a travaillé sur la céramique, il a travaillé sur la peinture de chevalet, l'enluminure, la calligraphie, la miniature. Il ne faut pas oublier son apport beaucoup dans le dessin des timbres. Il a travaillé, il a collaboré à la réalisation si ma mémoire est bonne, à 70 timbres. Il a aussi travaillé sur la réalisation de billets de banque, qui sont un signe de la souveraineté, toujours la souveraineté d'un État, de notre pays en l'occurrence.
Donc c'est un artiste, il a été musicien bien sûr, il ne faut pas oublier, il a été violoniste, il a été un très grand violoniste. Pendant la période où il s'est trouvé en France, il a aussi fait partie de troupes de musique traditionnelle, shabi, etc. Et il a sa femme, Allah yarhamha aussi, Bahia Farah, qui est une très grande artiste lyrique. Donc c'est un artiste multidimensionnel. Et grâce à cette qa'da, ce rassemblement des artistes peintres, on a pu voir aussi l'émergence d'autres artistes dans le domaine de la miniature, dans les miniatures, et notamment les anciens élèves de Mohamed Temmam. Il faut savoir que c'est ça la transmission. C'est pour ça que ces immenses artistes sont importants. Ils ne sont pas que artistes, ils sont passeurs de savoir, de culture et de patrimoine. Nous voyons la continuation. L'hommage, il est rendu aussi dans ce sens. C'est-à-dire que ces élèves continuent sa mission, entre guillemets, il continue à transmettre sa passion pour l'art de façon générale et l'art authentique algérien. Ces artistes eux-mêmes, une partie d'eux ont fait la transmission, qu'elle soit une transmission, disons, traditionnelle, c'est-à-dire en accueillant d'autres artistes dans leurs ateliers, ou académiques, à l'instar de certains qui sont professeurs à l'école des Beaux-Arts. Il faut rendre hommage donc à tout ce parcours, que ce soit celui de M. Temmam Allah yarhamou ou ceux de ses élèves, parce que actuellement cet art perdure, il est même en expansion, il est en constante, comment dirais-je, évolution. D'ailleurs, nous avons exposé certaines œuvres qui démontrent cette évolution. Donc l'importance en finalité, c'est que cet art et ce patrimoine soient toujours vivants. Donc actuellement, on célèbre toujours le mois du patrimoine. Est-ce qu'il y a d'autres programmes par rapport à ce mois du patrimoine au niveau du musée national des antiquités et des arts islamiques? Oui, tout à fait. D'abord, il faudrait dire que cette exposition, elle est encore ouverte et le public est convié à la visiter. Ce serait encore un plaisir de recevoir tout le public pour cette exposition. Nous l'avons voulu aussi vivante, cette exposition. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons organiser une évocation de l'artiste même, où il y aura des témoignages sur l'homme et l'artiste qui seront donc donnés par son neveu, monsieur Ali Kerbouch, et la directrice du musée des Beaux-Arts, madame Orfali, concernant le public qui est convié, les artistes, tous les amoureux du patrimoine et de cet art, afin de participer à cela. Nous aurons aussi la semaine prochaine l'ouverture d'une autre exposition, cette fois-ci dans un autre domaine de notre patrimoine, qui sera consacré à la numismatique pendant la période islamique, et qui s'intitulera « La circulation monétaire au Maghreb central ». C'est une grande exposition à laquelle nous travaillons depuis 2 ans. Il faut savoir que le travail muséal, que les expositions dans le domaine muséal demandent extrêmement de moyens et de temps pour pouvoir produire un produit de qualité scientifique digne de notre patrimoine et digne de notre public. Donc ce sera une exposition pour la semaine prochaine par rapport à par rapport à la clôture du mois du patrimoine d'abord, mais aussi entrant dans les activités multiples et de médiation du musée. Merci Monsieur Azdine. Donc, par rapport à cet événement, donc M. Azdine Antri, directeur du Musée national des antiquités et des arts islamiques, merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'invite les téléspectateurs pour suivre ce reportage qui revient sur l'Oasis rouge Tinimoun avec Meissa Le Bouahla. Ici, tout est contraste.
Le bleu profond du ciel qui compose avec la teinte ocre rouge des bâtisses un mélange harmonieux d'argile et de terre locale, donnant son cachet à l'oasis rouge. Une harmonie naturelle qui donne à cette ville son identité unique, surnommée la perle du Gourara. Timimoun séduit dès le premier regard. Je suis ici à Timimoun, oasis rouge, où le sable semble avoir gardé les secrets des siècles. On m'a proposé d'y venir et j'ai dit oui, parce que j'ai besoin d'un lieu où les mots ne s'imposent pas, mais se déposent. D'un lieu où on écoute avant de parler. Ici, les maisons rouges semblent avoir poussé du sol comme des pensées anciennes. Le silence n'est pas vide, il est dense. Il contient des voix, des pas, des soupirs. Peut-être aussi mes mots à venir. Dans les ruelles d'Irsour, le temps semble suspendu. Chaque mur, chaque porte en bois sculpté porte l'empreinte d'un héritage préservé. À quelques pas seulement, les Fougara, ces systèmes d'irrigation ancestraux propres à la région, continuent à faire vivre les palmeraies, véritable havre de fraîcheur au cœur du désert. On remarquera que Timimoun peut définir l'avenir du tourisme en Algérie. Timimoun est un modèle, est un exemple pour le tourisme algérien, puisque c'est à Timimoun qu'on peut voir à quel point l'authenticité, la durabilité, l'innovation peuvent être des agents du changement et d'amélioration pour le tourisme algérien. Et puis, il y a le désert, immense, enveloppant, magique et apaisant. Les visiteurs s'y aventurent portés par le silence et la beauté des dunes. À Timimoun, la nuit n'efface rien, elle vient sublimer des soirées inoubliables et cette sensation précieuse de n'appartenir qu'à l'instant présent au milieu de l'immensité du Sahara algérien où tout semble infime. Je suis venue pour m'inspirer, je suis venue pour me reposer, je suis venue pour sentir la terre de mon pays, c'est important. Je suis venue pour écrire, pour me ressourcer et voilà, je suis tellement éblouie par cette beauté de la nature, éblouie par la générosité aussi des gens ici à Timimoun. J'avais l'impression d'être au paradis, c'était magique. Mais non seulement les paysages, mais surtout l'humain. Et personnellement, c'est l'humain qui m'intéresse. Alors des rencontres extraordinaires, énormément de politesse et de déférence. Traverser Timimoun, c'est finalement comprendre que le désert n'est pas un vide, mais une plénitude. C'est ici, entre le silence brûlant de l'Ergue et la fraîcheur des jardins, que l'Algérie dévoile l'un de ses visages les plus mystiques et les plus chaleureux. Wonderful Algeria. On était donc à Timimoun et c'était un coup de marketing assez réussi, ce reportage de Le Bouahla de Maïssa sur la région de Timimoun. Et pour parler de marketing, nous avons avec nous des anciens qui est là, qui revient. Et c'est Rachid Hassas, Hassas, organisateur de la 18e édition des Journées du marketing touristique et de 18 pour le marketing touristique. Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un rendez-vous, je dirais, incontournable. Pour ceux qui maîtrisent et connaissent parfaitement le sens du marketing. Bon, le marketing touristique, ça fait 18 ans qu'on les organise. On n'a pas cessé une seule année d'appeler à ce rendez-vous les professionnels, les experts, les étudiants, tous ceux qui sont amoureux de la communication. C'est important. Ben, tant pis, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas intéressés, mais pour moi, je dis qu'ils sont perdants. Parce que
ces 18e journées ont comme ambition de s'ouvrir aux entreprises, de s'ouvrir au secteur, à la filière touristique, hôtels, agences de voyage, y compris les entreprises qui évoluent autour du tourisme. Mais moi j'aimerais poser une seule et unique question. Alors, que peut-on faire sans le tourisme? La deuxième question, qui n'est pas concerné par le tourisme? Mais on y est plein dedans, on est dans le tourisme, on vient de voir un reportage sur Timi Moon, là on pense à nos vacances, après on pense à accueillir, donc on est pratiquement, au jour le jour on vit le tourisme, on est là. Oui, mais c'est vrai. Et puis il y a la destination Algérie, on y travaille. Tout le monde est concerné par la destination Algérie. Il faut travailler l'image de l'Algérie, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se mette au travail, je dirais. Bon. Aujourd'hui, le marketing touristique pratiquement se conjugue à l'ère du digital. Il y a des nouveaux outils, des nouvelles pratiques. Comment pratiquement aujourd'hui, comment s'adapter à cette nouvelle donne? Ce n'est même pas une question à poser, mon cher ami. Ben, c'est une question, je la pose, parce qu'il y a d'autres outils, il y a d'autres pratiques. Bien sûr, il faut la poser. Parce qu'on ne peut pas échapper aux nouvelles technologies. Alors, tout fonctionne aujourd'hui sur la base des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, si je me réfère un peu à la réaction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a toujours insisté sur le numérique. Il faut travailler, il faut maintenant pousser les gens à utiliser ces méthodes, ces nouvelles technologies. Et la destination Algérie, par exemple, vous ne pouvez pas communiquer sans les nouvelles technologies. Vous ne pouvez pas séduire un peu les touristes étrangers sans les technologies. Comment voulez-vous communiquer à l'étranger si vous n'utilisez pas le digital, si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, si vous n'utilisez pas d'autres moyens de communication? Il faut y aller dans ce sens. Et M. Hassas, vous insistez aussi, j'ai lu un article hier, où vous insistez sur l'apport des créateurs de contenu. Normal, c'est normal. Si on organise des événements de ce type sans cette catégorie de professionnels, je ne pense pas que les ambitions des 18e journées marketing touristique puissent être une réussite. Nous, on essaye d'asseoir un peu ces journées sur l'actualité mondiale. Il ne faudrait pas qu'on soit en retard par rapport à plusieurs pays que je ne citerai pas. Il faudrait qu'on soit à la pointe parce qu'on a les moyens, on a comment on appelle, l'intelligence, les capacités d'y aller, et voire même les doubler. Nous pouvons faire, mais alors, pourquoi ne pas aujourd'hui accélérer l'enseignement et la formation des cadres hôteliers, des jeunes hôteliers, auto-opérateurs, ceux qui sont au niveau des hôtels, des agents de voyage, même ceux qui sont au sud et qui n'ont pratiquement aucune structure, mais eux s'intéressent aussi, parce que l'accueil, l'hospitalité algérienne, elle est extraordinaire, elle est unique en son genre, unique. Monsieur Rachid Hassas, je vous invite à suivre cette vidéo où un Américain, un grand photographe américain, s'est déplacé du côté du Tassili Nadjer, il s'est mis en tenue de cosmonaute, il était émerveillé par le paysage lunaire de l'Algérie. André Troder, nous allons voir comment on vend l'image de marque de notre pays, comment on fait la promotion de destination Algérie. Et ce depuis que ces journées de marketing ont été tenues depuis aujourd'hui 18 ans. Nous allons voir cette petite séquence et on reviendra juste après. Dans un magnifique clip vidéo, publié par l'influenceuse espagnole Sandra Bellu sur son compte Instagram, alors qu'elle passait des vacances sur les plages vierges de la ville de Tipaza, au centre de l'Algérie, elle semblait émerveillée par sa beauté et la pureté de ses eaux.
Et elle n'a pas hésité à inviter ses followers à visiter cette belle plage pour profiter des eaux bleues, de la pureté des plages et de la beauté de la nature vierge. Ce clip a reçu des dizaines de milliers de likes et de nombreux commentaires sympathiques. L'influenceuse espagnole a déjà visité l'Algérie à plusieurs reprises et a partagé avec ses abonnés des clips des plus beaux endroits qu'elle a visités dans le passé, du désert aux belles plages. Une vidéo de Andrew Studer, qui est un grand photographe américain dont les photos passent dans les grandes chaînes Weather Fox et d'autres chaînes. Et puis on voit là comment il nous invite à avoir ce moment de waouh! Nous avons le plus grand Sahara du monde. Nous avons le plus grand Sahara du monde. Et nous avons des sites extraordinaires, des potentialités extraordinaires du tourisme. Rien ne nous empêche aujourd'hui de concurrencer les grandes nations, du moins les grandes nations, ceux qui peuvent éventuellement concurrencer. C'est un pays extraordinaire. Je ne le dis pas parce que je suis fier d'être algérien, mais je ne le dis pas parce que c'est une réalité palpable aujourd'hui. Elle est palpable aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir un peu toutes les vidéos qui défilent sur l'Algérie, les experts, les professionnels internationaux qui parlent, qui évoquent, qui invitent les gens à aller en Algérie. C'est un pays extraordinaire, incontournable, je dirais. Revenons aux outils du marketing digital en matière de sites web, des réseaux sociaux, de référencement, par rapport à tous ces thèmes qui sont abordés lors de la 18e édition du marketing touristique. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à ces thématiques? Il y a 15 conférenciers qui seront présents dans la salle. Chacun apportera son lot d'informations. Chacun apportera ce qu'il a vécu comme expérience. Il va les communiquer aux participants et ils vont démontrer d'une manière directe que les thèmes qu'ils proposent aujourd'hui reflètent ce qui se passe ailleurs. Donc les 15 conférenciers algériens et donc 2 ou 3 Européens qui seront présents parce qu'ils nous ont appelés, ils voulaient participer et ils se déplacent pour ça. Parce que nous, on voudrait être en Algérie. Et il faut nous faire une petite place dans ton programme. Il faut qu'on parle un peu de ce que nous ressentons lorsque nous sommes en Algérie. C'est formidable, c'est extraordinaire. Nous avons les transports, par exemple, qui seront présents. Nous avons les agences de voyage, les hôteliers, il y a des institutions qui participent, des affaires étrangères qui seront présents pour communiquer. Il y aura les finances aussi, il y aura les transports, il y aura l'enseignement supérieur. Oui, enfin, c'est tout ce monde qui sera présent dans la salle pour répondre d'abord aux questions des participants et puis avec des thèmes d'actualité. Il y aura les médias. Quel est le rôle et la place des médias dans le tourisme? Il y a une conférence extraordinaire qui sera animée par un professionnel que nous connaissons tous. Il y a la télévision. Votre directeur Canal Algérie qui sera présent dans la salle pour une communication. Il y aura également un expert international qui sera ici, qui a toujours participé à nos journées. Donc c'est vous dire un peu, le programme est très riche, 15 conférences, mais si tu permets, je voudrais tout juste regretter l'absence de ceux qui n'ont rien compris au marketing, à la communication, et qui pensent que ces journées n'apporteraient absolument rien du tout. Or, c'est faux et archi faux. La communication, elle est importante. Sans la communication, on ne peut pas évoluer. Sans le marketing, on ne peut rien faire. Sans les nouvelles technologies, on ne peut rien faire. On n'a pas le droit de rester dépassé. Du moins, on n'a pas le droit de se faire dépasser par calculation. Et votre rôle aussi, c'est de modéliser une approche innovante en matière de marketing touristique. Oui, absolument.
Absolument. Et c'est pour ça qu'il est urgent aujourd'hui de développer tout ce marketing politique que vous êtes en train de porter depuis 18 ans. Oui, mais il y a des moments où on dit, écoute, s'il n'y a pas une participation large, très large, un peu de tous ceux qui sont intéressés, les amoureux du tourisme, les amoureux de la communication, du marketing, pourquoi y aller, pourquoi faire? Alors nous, on continue malgré qu'il y a... Bon, il y a des choses qu'on ne pourrait pas dire, mais nous avons le cœur aujourd'hui à communiquer, nous avons le cœur aujourd'hui à travailler, à revenir, à organiser ces journées. On ne lâchera pas ces journées. On ne lâchera pas. Oui, on ne lâchera pas ces journées. Pour la promotion de l'image de marque de notre pays et pour la promotion de la destination Algérie. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui croient en ce que nous faisons. Et à l'hôtel Horaci, c'est là-bas que se déroulent un peu ces journées. C'est extraordinaire. Alors, merci pour Canal Algérie qui nous accompagne, merci pour les médias qui nous accompagnent, merci pour les experts qui sont présents. Voilà, ça c'est l'affiche des journées. Les journées internationales marketing touristique 18e, 13, 14 mai 2026 à l'hôtel Horaci. Oui, on peut dire, il y a bien un endroit où se tient un événement, donc c'est pas la pub, mais c'est du tourisme aussi. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, j'espère que vous serez présent. Et bien sûr, je serai présent à l'Horaci, j'aimerais bien vraiment être sur ce lieu qui pratiquement, c'est l'une des plus belles vues au monde, l'Horaci, voir la baie d'Alger. C'est aussi un coup de marketing touristique. J'aime bien vous entendre parler, parce que vous avez ce style. On a appris de vous, puisque vous étiez l'un des premiers présentateurs du bulletin en français. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons notre grand présentateur de JT en langue française dans les années 70. À la chaîne 3. À la chaîne 3. À la chaîne 3. Vous avez fait un petit passage aussi à la télé. Oui, à la chaîne 3. Vous étiez déjà... Oui, j'étais à la radio. À la radio, oui. Et moi qui pensais que vous étiez à la télé. Non, à la radio. À la radio. À la radio, chaîne 3. J'ai animé 550 émissions. 550 émissions. Émissions en direct. C'était tous les jeudis, 14h, 15h, une heure de débat. Et d'où l'importance aujourd'hui des médias, de la télévision et de la radio et des journaux électroniques, des sites électroniques spécialisés pour porter aussi cette question du marketing touristique. C'est ça, l'importance des médias, c'est capital. Avant, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'émissions, notamment sur Canal Algérie, pour faire un peu de l'autopromotion des programmes touristiques avec Nabil Abada qui fait son émission. C'était une émission, elle est toujours une immersion dans la beauté de notre pays. Il y a également Hicham Daou avec son émission sur le tourisme. Et puis avant, on avait aussi l'émission du tourisme avec la qui était aussi l'un des plus grands animateurs en matière du tourisme. Donc, moi, je voudrais terminer en rendant un vibrant hommage à Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et au ministère du Tourisme également, qui nous accompagne. À aucun moment, ça je le dis ouvertement, à aucun moment ils nous ont fermé la porte ou ils ont fait traîner nos sollicitations. À chaque fois qu'on parle du tourisme, les portes nous sont ouvertes. À chaque fois que nous souhaitons organiser quelque chose autour du tourisme, les portes nous sont ouvertes. Moi, je dis merci. Merci au ministère du Tourisme pour son accompagnement et tout ça. Je tire chapeau bas. Merci beaucoup. Merci pour toi aussi d'avoir accepté notre invitation et d'avoir dépassé la 17e et aujourd'hui vous êtes à la 18e édition. Voilà. Et pour terminer, je tiens également
avoir une pensée pour notre collègue Amin Madi, décédé jeudi dernier, décorateur à la télé pendant 25 ans. Et pour assister aussi dans les pensées, nous avons une pensée aussi pour le grand chanteur Idir qui nous a quittés il y a une année, l'un des plus grands maîtres de la chanson algérienne, Idir. Et puis, c'est la fin de cette émission, donc n'oubliez pas le rendez-vous par rapport à cet événement, 18e édition du marketing touristique. Ce mercredi à l'hôtel Horaci. Merci et à la prochaine. Au revoir. في الجل